André Malraux a dit « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Personnellement, j'ajoute qu'il sera aussi nanotechnologique. Les nanotechnologies, ce sont toutes ces inventions scientifiques, petites, toutes petites, infiniment petites. On en parle beaucoup dans le domaine de l'électronique, mais on en attend énormément sur le plan médical et biologique. Oh non, pas la seringue. Pas la seringue, non, parce que t'en sens pas. La nano-exploration, le nanodiagnostic, les nanomédicaments, les neuroprothèses et l'ingénierie tissulaire destinée à remplacer des tissus ou organes, tout ça, c'est pour demain. Il suffira d'injecter des nano-ceci ou des nano-cela dans le corps humain. Certains chercheurs, par exemple ceux de la Rice University à Houston, ont ainsi expérimenté un système de nanoballes en or capable de détruire certains types de cancers inopérables. Vous imaginez le progrès ? La révolution nanotechnologique est en marche, qu'on se le dise. Et certaines réalisations apparemment utopiques sont déjà opérationnelles à l'heure qu'il est. À votre avis, où nous trouvons-nous? Dans un cratère lunaire? Sur un plongeoir d'une piscine martienne? En réalité, loin de là. Nous ne sommes pas dans l'infiniment grand, mais au contraire, nous nous trouvons sur notre planète, et plus précisément sur des cristaux de sel. Nous avons rencontré des spécialistes de l'infiniment petit. Christophe Bureau dirige une entreprise qui travaille sur les nanotechnologies, c'est-à-dire à l'échelle du nanomètre. Le nanomètre, c'est une mesure d'une certaine distance, comme on a les kilomètres, on a aussi les millimètres, les micromètres, et en dessous du micromètre, on a le nanomètre, c'est-à-dire c'est la fraction de taille qui se situe bien en deçà de l'échelle du micron. L'échelle nanométrique se situe entre celle de la cellule, qui est l'échelle du micron, de la dizaine de microns, et l'échelle de l'ADN, qui est celle de la molécule. Et cette zone intermédiaire, qui est l'échelle nanométrique, est celle dans laquelle aujourd'hui on fabrique des nouveaux matériaux, des nouveaux composants. Pour imaginer avec nos outils de mesure, le nanomètre est 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre. Autant dire impossible à voir à l'œil nu. C'est pourquoi ces ingénieurs utilisent des outils ultra performants comme ce microscope électronique à balayage pour observer par exemple ce cheveu. Cette machine à haute résolution permet de voir l'infiniment petit, comme cette mini-particule posée entre les écailles du cheveu, ou encore ces cristaux de sucre qui finiront peut-être dans votre café. Bien sûr, au départ, ces machines n'ont pas vocation à regarder ce que l'on a dans notre assiette. Plus sérieusement, ici, cette entreprise travaille sur des composants électroniques. Nous fabriquons des objets à l'échelle nanométrique. Vous avez ici un exemple qui est un wafer, une galette de silicium, et qui sert dans la fabrication des processeurs. Les processeurs ont cette particularité de nécessiter des gravures qui sont faites par des méthodes optiques, par des lasers. Ce wafer comporte un peu plus de 200 millions de telles tranchées. Ces tranchées ont une largeur d'environ une centaine de nanomètres. Si le couloir dans lequel nous nous trouvons était l'une de ces tranchées, ce wafer, cette galette, aurait la superficie de Paris. Notre métier, au travers des technologies que nous avons développées, c'est de venir faire du papier peint et de mettre des couches qui sont d'environ 5 nanomètres sur chacune des 200 millions de tranchées qui constituent ce wafer. Mais il ne faut pas croire que les nanotechnologies sont exclusivement réservées au monde industriel. Les baladeurs MP3, les ordinateurs, les téléphones portables et bien d'autres objets du quotidien intègrent ces composants miniatures. Un autre domaine s'intéresse de très près aux nanotechnologies. C'est le domaine médical. Certains outils qu'on appelle nanobiologiques sont aujourd'hui sur le point d'aboutir. Thomas Velten est ingénieur en biomédecine. Il a développé un implant dentaire permettant de délivrer un traitement médical. Une puce, des capteurs et un système de dosage miniaturisé à l'extrême sont placés dans un implant. Inséré dans la mâchoire comme n'importe quel bridge ou couronne, il mesurerait la quantité de médicaments à administrer aux personnes atteintes de maladies chroniques. L'avantage, c'est que l'implant est intelligent et autonome. Il ressent quand le malade a besoin de son traitement et lui délivre l'exacte dose de médicaments en respectant la posologie prescrite par le médecin. Mais les nanotechnologies pourraient permettre bien plus encore que la miniaturisation. Les appareils de microscopie électronique à balayage permettent de descendre aujourd'hui quasiment jusqu'à la résolution atomique. On peut voir des rangées d'atomes et constitutifs de la matière.
Ça n'est pas le microscope électronique qui va me permettre de modifier la matière, ce sont les procédés qu'on met au point. Depuis des années déjà, au travers de la chimie en particulier, où l'édifice de base, c'est l'atome, c'est la molécule, on modifie les matériaux et c'est grâce à ces outils-là qu'on maîtrise aujourd'hui une certaine architecture, un certain Lego que l'on construit à l'échelle du nanomètre. Voir et manipuler les atomes pour modifier la structure de la matière ouvre des perspectives incroyables. Ainsi, certains chercheurs essaient de créer des nouvelles molécules en assemblant différents atomes entre eux. Le but est de créer par exemple de nouvelles matières dont les propriétés seraient inédites. Les nanotechnologies ont ouvert un nouveau champ d'exploration à la recherche. Seulement, cette nouvelle porte vers l'infiniment petit n'est pas sans susciter certains fantasmes, comme nous l'explique Marina Maestruti dans ses recherches. En fait, il faut considérer qu'il y a différents types de chercheurs. D'abord, les chercheurs qui travaillent à son domaine, par exemple, dans la miniaturisation, tout ce qui concerne la puce informatique, ils voient parfois les nanotechnologies comme une continuité de la miniaturisation. Il y a aussi des scientifiques qui ont développé un discours plutôt visionnaire, visionnaire au sens de la vision du futur. Ça relève du fantastique parce qu'effectivement, il y a un côté science-fiction très fort et beaucoup d'auteurs de science-fiction ont d'ailleurs utilisé la nanotechnologie comme matière pour leur narration et qui promet des choses qui peuvent être, qui font rêver. Silicon Valley aux États-Unis, non loin de San Francisco. Ici vivent ces visionnaires qui s'attaquent au monde de l'infiniment petit. En association avec son collègue et ami Eric Drexler, Ralph Merkle a introduit dans les années 80 le terme de nanotechnologie. À l'Institut Foresight qu'il a créé, il est intimement convaincu que l'avenir du monde passera par les nanotechnologies. L'Institut Foresight veut avant tout préparer les technologies visionnaires du futur. La nanotechnologie sera la technologie la plus importante du XXIe siècle. Elle changera de manière drastique toute production mécanique et aussi notre vie quotidienne. Certains de ces changements seront profonds. L'Institut se fait un devoir d'y préparer la population. Si Ralph Merkle a fait connaître la nanotechnologie, il a surtout permis d'ouvrir le débat sur ce nouveau monde. Il a en effet élaboré une théorie plus que surprenante et qui a eu un large retentissement dans la communauté scientifique. Il voudrait construire ces assembleurs. Ce sont des machines moléculaires qui, comme des cellules vivantes, seraient capables de se copier elles-mêmes et de se multiplier dans des proportions gigantesques. Pour cela, les nanorobots piocheraient les atomes nécessaires à leur croissance à l'intérieur d'une solution nutritive, une soupe atomique, ici représentée en marron. Une fois atteint un nombre suffisant, les assembleurs peuvent alors commencer leur travail proprement dit. À partir des atomes de la solution nutritive, ils construisent de nouveaux objets. Atome par atome, ils forment n'importe quelle structure sur commande, peu importe l'objet. Cette théorie qui peut paraître extravagante pourrait facilement créer par exemple un objet aussi courant qu'une vis à partir de cette soupe d'atomes. Un procédé copié selon Merkle sur le schéma de la nature. À observer des systèmes vivants, on sait à quelle vitesse on peut créer une grande chose à partir d'une petite. D'une seule cellule au départ, on arrive à produire en très peu de temps de nombreuses autres cellules. Les bactéries Escherichia coli, par exemple, doublent leur nombre en 20 minutes environ. On peut ainsi produire des milliards et des milliards de cellules bactériennes en 24 heures. Des théories très attirantes qui feraient de Ralph Merkle un alchimiste du futur. Les nanotechnologies suscitent beaucoup d'espoir et de promesses, comme à chaque grande période de révolution technologique. Mais comme toujours, nombre de ces espoirs partent souvent en fumée. Électronique, médecine, optique, mécanique, les nanotechnologies sont utiles dans à peu près tous les domaines. Reste à se poser la question de l'éthique. Jusqu'où peut-on manipuler la matière et le vivant? Et si la science travaille demain à des échelles invisibles à l'œil nu, comment le citoyen pourra-t-il continuer à exercer son libre arbitre, voire son contrôle? Ça mériterait qu'on se penche rapidement sur la question, car les nanotechnologies constituent un enjeu financier considérable. Leur fabrication n'exige aucun composant rare ni cher. À cette échelle, l'élimination des déchets est facile, donc pas question de pollution. Et en plus, dans le microprocessus de fabrication, il n'y a pas de main-d'œuvre. Ce sont les nanorobots qui travaillent. Je vous le dis, on n'y échappera pas.